Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et merci beaucoup d'être si nombreux réunis ce matin autour d'une magnifique conférence intitulée, comme vous le voyez, sous forme de questions, qui rappellera peut-être des souvenirs plus ou moins lointains de bac de philo. En tout cas, ça donne cette impression-là. On imagine bien le professeur de philosophie qui pose à ses élèves cette question de savoir si l'homme est un animal comme les autres. Et on va avoir la chance d'en parler 1 heure et demie. On va bien sûr échanger avec nos trois intervenants et puis vous aurez la possibilité de poser tout un tas de questions, donc préparez-les. Il est vrai que depuis quelques années, quelques décennies maintenant, malheureusement d'une certaine manière, et la prise de conscience de notre entrée de plein pied dans l'Anthropocène, donc vous savez, cette nouvelle ère géologique où les activités humaines changent les forces physiques terrestres de manière beaucoup plus importante que les forces physiques elles-mêmes. Donc notre rôle, notre poids, notre impact, nos conséquences sont devenus absolument énormes. Il est vrai que l'homme, avec un grand H, donc nous autres, ici réunis à l'UNESCO, on se pose un peu la question de savoir quels sont nos liens, nos interactions, nos dépendances, nos interdépendances, nos possibilités de cohabitation avec les autres animaux. Et donc on va essayer de parler un peu de ça, de comment peut-être aujourd'hui, en 2025, on peut essayer de tisser, retisser, tisser différemment, à l'aune aussi de ce qu'on vit. Parce que j'ai envie, et je pense que mes intervenants à côté de moi seront d'accord, d'essayer d'ancrer cette réflexion ici et maintenant, c'est-à-dire en mars 2025, avec des vents qui soufflent depuis l'Atlantique, qu'on peut nommer parfois de backlash écologique. En tout cas, ces vents semblent souffler assez fort. On répète depuis des années qu'on est à la croisée des chemins. Il me semble que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Donc on va essayer de se demander encore à nouveau comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire de manière aussi très pragmatique pour essayer de, encore une fois, penser l'homme avec tous les autres, c'est-à-dire notamment les animaux. Cette question, elle est aussi intéressante parce que je trouve qu'elle est posée de manière très anthropocentrée. L'homme, virgule, un animal comme les autres. Donc c'est marrant parce que elle semble dériver, attention, bac de philosophie, vous vous rappelez, elle semble dériver de la pensée cartésienne. Hein, vous savez, la pensée cartésienne, maître et possesseur de la nature, les animaux comme machines, ils ne sont pas doués de sensibilité, donc mis à l'écart, donc la nature, toile de fond, papier peint, enfin voilà, vous avez ici toute la philosophie cartésienne qui semble avancer comme un char de la division Leclerc. Et on va essayer de se demander si c'est une condamnation, cette philosophie. Et si ce n'est pas une condamnation, comment on peut en sortir et comment on peut faire pour essayer de sortir de cette forme de grille de lecture du monde qui semble si puissante, hein, qui semble vraiment nous arrimer de manière avec beaucoup d'inertie à notre monde. Donc on va essayer un peu de creuser tout ça avec donc 3 intervenants que je vais présenter brièvement, et puis ensuite on se lancera tous ensemble dans ce joyeux débat et cette joyeuse conversation. Tout d'abord, Vinciane Després. Vinciane Després, vous êtes... on se vous voit maintenant, hein, Vinciane. Hein. Vinciane Després, vous êtes philosophe des sciences. Vous avez été, je parle au passé, pendant des années professeur à l'université de Liège et à l'université libre de Bruxelles. Vous êtes l'une des grandes voix de la pensée écologiste française et internationale. Vos travaux se sont inscrits dans ceux de Bruno Latour, d'Isabelle Stengers, également de penseurs et de penseuses anglo-saxons comme Donna Haraway, et toujours aux frontières de la philosophie, de la psychologie, de l'éthologie, donc de l'étude du comportement animal, et on va en parler. Vous avez, et vous, toujours, vous travaillez à changer le regard de l'homme sur les animaux, le regard de l'homme avec les animaux, en cohabitation avec eux, et peut-être, c'est une hypothèse que j'émets là, c'est moins sûr, peut-être que vous avez aussi changé le regard des animaux sur nous. C'est un peu moins vérifiable pour l'instant, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant d'un point de vue philosophique de se poser la question. Vous avez publié de nombreux ouvrages, j'en cite 2 qui ont été publiés dans la magnifique collection Monde Sauvage chez Actes Sud, Habiter en oiseau et Autobiographie d'un poulpe. Autobiographie d'un poulpe, absolument, absolument. Alice Di Concetto, vous êtes juriste spécialisée en droit animal, directrice de European Institute for Animal Law and Policy, donc qui est le premier think tank spécialisé sur la place de l'animal en droit et dans les politiques publiques. Vous enseignez également ces matières à Sciences Po notamment. Et c'est
c'est vraiment, je pense, et on en parlait avec Laurent, c'est vraiment très chouette d'avoir cette pensée-là et cette grille de lecture-là du droit, de la réglementation, de la norme, pour essayer de voir justement comment on peut retisser d'autres relations et qui est un prisme différent de vos deux prismes. Enfin, Laurent, vous êtes biologiste, ingénieur forestier à l'Office national des forêts. À l'adolescence, j'ai envie de dire, un arbre vous est tombé dessus, ou alors vous êtes tombé sur un arbre. Mais dès l'adolescence, vous prenez d'amour pour un arbre et ça va lancer votre vocation dans la volonté de préserver les forêts. Et je crois que suite à la malheureuse tempête de 1999, dont on se souvient probablement tous, vous avez décidé de vous intéresser à la préservation des forêts à travers le prisme de la biodiversité. Et peut-être que vous nous direz pourquoi c'est un prisme singulier ou nouveau, ou qu'est-ce qui peut nous amener dans notre réflexion de nouveau. Et vous vous êtes donc intéressé aux animaux de ces forêts, et quel est leur regard sur le monde et nos relations avec eux. Et vous êtes également spécialiste de l'écologie des chauves-souris. Spécialiste de l'écologie des chauves-souris, et donc vous avez publié également chez Actes Sud, dans la collection Monde Sauvage, qui est toujours magnifique. Je cite deux ouvrages, Être un chêne, donc la fameuse rencontre avec l'arbre, et puis également Fantômes de la nuit, des chauves-souris et des hommes. Je précise qu'en février dernier, vous avez aussi sorti une BD autour des chauves-souris, avec un co-auteur qui porte vraiment bien son nom pour une BD, puisqu'il s'appelle Sébastien Caz. Donc je cite, c'est toujours chez Actes Sud, et ça s'appelle Chronique d'une vie à l'envers, une nuit avec les chauves-souris. Donc c'est parti, j'ai présenté mes trois intervenants, on va pouvoir plonger dans les premiers échanges. Vous savez, l'Université de la Terre a décidé cette année de mettre un signe égal entre nature et futur, et j'aimerais commencer à une première question à mes trois intervenants, avec peut-être, quand on se pose la question de l'homme et les animaux, peut-être deux chiffres sur la même période de temps, 1970 et 2016. Sur cette période de temps-là, donc une petite cinquantaine d'années, nous autres, donc hommes et femmes, l'homme avec un grand H, nous sommes passés de 3,6 milliards à plus de 8 milliards d'individus. Donc on est plutôt sur une phase d'expansion assez importante. Dans le même laps de temps, 68% des populations de vertébrés, mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens, ont disparu. J'aimerais donc, pour poser peut-être un premier éclairage sur cette question de l'homme, et à savoir, finalement, est-il un animal comme les autres, à la lumière de ces deux chiffres qui semblent s'opposer complètement en une cinquantaine d'années, quelle est, pour vous trois, à travers votre expertise, vos grilles de lecture, votre expérience, quelle est votre interprétation, votre réaction face à ces chiffres, et donc face à cette question qui se pose aujourd'hui en 2025 ? Vinciane ? Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Ah, on va devoir reculer le petit cahier. C'est évident que mettre ces chiffres ensemble fait tout de suite. Je vais dire, c'est peut-être, en fait, là, le fait de les mettre ensemble. Là, je vous donne, enfin, vous voyez, c'est pas possible. Je dois le vous voyez, mais bon, c'est comme ça quand on parle de vous au passé, on se met à vous voyez les autres. Je vais dire par là que c'est intéressant de les avoir mis en correspondance. Je vais dire qu'on a perdu 68% des vertébrés, etc. C'est un truc, en fait, moi j'ai un problème avec les chiffres. Alors, ce n'est pas un problème structurel, c'est un problème que quand on parle de mort, d'extinction, de disparition, d'état du monde, à la fois les chiffres, on en a terriblement besoin, et à la fois les chiffres, c'est exactement ce qui fait qu'on ne se préoccupe pas plus que ça. Je vais dire, alors pour des raisons qui sont très diverses, je ne vais pas les énumérer toutes, mais il y en a quand même quelques-unes qui méritent d'être soulignées. Et donc d'abord, ce que j'essayais de dire, c'est intéressant de mettre ces deux chiffres en cause, en relation, parce qu'à ce moment-là, on commence à comprendre aussi ce qui est en train d'arriver. Vous savez, j'ai lu, voilà, plutôt que de parler sur un point, je ne vais pas faire mon bac de philo. Je vais parler d'un article que j'ai lu il y a quelques semaines d'ici et qui m'a profondément bouleversée. C'est un article de deux chercheurs indiens qui ont découvert que dans le nord de l'Inde, des éléphants ont enterré leurs petits éléphanteaux en profitant de les infrastructures d'une plantation de thé qui présente des canaux d'irrigation asséchés, et les éléphants ont traîné les petits.
Et visiblement, il s'agit d'un enterrement réel, puisqu'ils sont veillés à mettre le corps à l'envers de façon à ce que seules les pattes dépassent hors de la terre, et que ce que j'appellerais le visage de l'éléphant soit couvert. Certains d'entre nous, visiblement, Stéphane fait oui de la tête, certains d'entre nous ont pu lire cet article. Et ça m'a bouleversée, pas seulement parce que évidemment, parce qu'il y a 5 éléphanteaux qui sont morts en très peu de temps. Et la question que se posent les chercheurs, c'est clair qu'on a traîné les corps, c'est clair qu'ils sont enterrés de cette manière-là particulière. La question des chercheurs, c'est est-ce que c'est un rituel nouveau ou non? Et toutes les réponses qu'on pourra apporter, qu'elles soient oui ou non, ne sont d'abord pas exclusives les unes des autres, mais disent l'état du monde. Et je partirai de ce petit, enfin si je peux prendre 2-3 minutes pour partir de ces petits éléphants. Est-ce que ce n'est pas une réponse à une tragédie pour les éléphants de perdre 5 éléphantaux sur une petite période de temps? Et pourquoi est-ce qu'ils ont perdu 5 éléphantaux? Ben voilà, nos chiffres le disent, parce que leur territoire aujourd'hui est rétréci à 5% de ce qu'il était, peut-être probablement dans les années 70. Donc ça vous dit déjà, voilà, tous les... La deuxième chose, c'est que ça arrive dans une plantation de thé, donc il est possible que les éléphants aient inventé un nouveau comportement en fonction du dispositif de drainage qui permettait d'ensevelir les corps. Mais il est possible aussi que, comme ça arrive quand normalement les éléphants vivent aussi dans la forêt, et dans la forêt, il y a des gardes forestiers qui patrouillent tout le temps. Et dès qu'on trouve un cadavre, on l'enlève. Ce qui veut dire que les éléphants, même s'ils avaient déjà connu ce rituel, ne pouvaient plus le pratiquer depuis des années, ou parce que les gardes forestiers empêchaient ce rituel. Donc, sous des soucis de nature, on déculture, en fait. Ça, c'est un autre point. Bref, est-ce que c'est une invention? Est-ce que c'était là, mais qui ne pouvait pas le pratiquer et tout? Peu importe la réponse qu'on donne à ça, ce qui est intéressant, c'est de déployer toutes les réponses parce qu'elles disent quelque chose. Et elles disent quelque chose de ce qu'on est en train de perdre, voilà, et de ce que les éléphants eux-mêmes sont en train de perdre. Et ceci m'amène à faire 2 petites conclusions pour cette histoire. C'est, les chiffres, nous en avons terriblement besoin parce qu'il nous faut être lucides. Et en même temps, nous devons terriblement nous en méfier parce qu'ils nous désensibilisent et qu'ils ne nous laissent pas. C'est comme si je vous racontais, j'avais un jour imaginé cette pensée complètement idiote, il y a eu un terrible accident d'autocar, il y a 60 000 kilos de personnes qui sont mortes. Enfin, voyez où, enfin, j'exagère en disant 60. Oui, ils étaient quand même très nombreux dans l'autocar, si c'est le cas là. Franchement, j'exagère. Un accident de 15 autocars. Et on a trouvé 60 000 kilos de personnes sur la route. Vous voyez bien que ça ne va pas, quoi. On parle pas. Ben, c'est exactement la même chose avec les 88% ou 68% de la perte de la biodiversité. Ces 68% de la perte de la biodiversité, ça nous remet dans une pensée patrimoniale, c'est-à-dire une pensée où le monde nous appartiendrait et où nous sommes des petits bourgeois comptables en train de voir l'état de notre capital qui s'amenuise. On ne peut pas parler avec les outils de l'ancien monde si on veut, sans savoir l'horizon, mais si on veut en tout cas ne plus avoir affaire avec ce monde-là sur ce mode-là. Ça, c'est le premier point. Merci. Et le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on réactive des manières d'être sensible qui fait qu'à un moment donné, on pourra dire « ça suffit ». Moi, je fais confiance au fait qu'on pourra dire « à un moment donné, ça suffit » et qu'il se passera quelque chose. Et c'est là pour ça qu'on est là aussi. On ne sait pas comment le dire, on ne sait pas comment le faire de façon à ce que ce soit efficace, mais il y a un moment donné où il se passera des choses et où ce sera efficace. C'est ce qu'a délibéré Paul Watson, c'est ce que Rebecca Solnit montre merveilleusement bien dans son livre, c'est « n'oublions pas que ce que nous avons gagné aujourd'hui comme liberté sont le résultat de luttes du passé qui paraissaient perdues d'avance ». N'oublions pas que tout ce que nous avons gagné ne nous était pas dû, et ne nous est pas donné comme ça. C'est le résultat de luttes qui étaient perdues d'avance et qui pourtant, parce que les gens ne se sont pas découragés, ont été menées. Donc c'est là-dessus que je compte. Et la dernière chose, c'est ce que les chiffres ne nous disent pas, c'est que ce n'est pas tellement les extinctions qui sont problématiques, puisque ça, on reste dans le patrimoine, c'est le fait que ces animaux voient leur vie complètement rétrécie et ne... C'est-à-dire qu'il y a des mondes qui se perdent. Ce n'est pas des mondes au sens patrimonial du terme, c'est des mondes, c'est-à-dire ce sont des animaux pour qui la vie, est-ce qu'elle vaut encore la peine d'être vécue, et qui courageusement continuent à vivre et essayer, je ne sais pas comment, mais de faire avec leur chagrin. Voilà. Merci beaucoup, Vinciane. Alice ? Oui, simplement, moi je voudrais complémenter ces chiffres avec quelque chose qui est assez frappant aussi, qui est il y a des animaux qui disparaissent. Alors, d'un point de vue d'éthique animale, on va dire classique,
Nous, on va s'intéresser vraiment aux animaux en tant qu'individus, comment ils vivent. D'ailleurs, ce qui pose plein de questions éthiques assez compliquées, parce que oui, il y a des espèces qui disparaissent, mais il ne faut pas non plus à tout prix préserver des espèces animales si ça veut dire, si ça entraîne voilà, une dégradation de la qualité de vie de ces animaux. Enfin, c'est des questions qui se posent notamment par rapport aux politiques de conservation qui sont menées par les zoos ou tout type de structures qui gardent des animaux en captivité jusqu'à même, voilà, pour des raisons, alors c'est formulé de manière plus ou moins de bonne foi, mais souvent ce qui est mis en avant, en tout cas, c'est des raisons de préservation des espèces. Mais il y a aussi quelque chose qui est très frappant, au-delà de la question de la destruction des espèces, de la destruction des habitats, c'est de constater qu'aujourd'hui, si on réfléchit en termes de biomasse, la vie animale aujourd'hui est composée à majorité d'animaux d'élevage. Et il y avait aussi un article il y a quelques années de chercheurs qui avaient démontré qu'un des marqueurs de l'Anthropocène, un des marqueurs géologiques de l'Anthropocène, c'était qu'il y avait une nouvelle couche géologique composée d'eau de poulet, parce que l'humanité consomme énormément de poulet. À tel point que en fait, voilà, ça constitue une nouvelle couche géologique. Donc on voit que c'est au-delà de la destruction des espèces, c'est-à-dire que l'homme vient vraiment imposer son empreinte sur la vie animale même. Enfin, c'est assez frappant. Et vient en fait refaçonner complètement le vivant, c'est-à-dire au-delà de le détruire, on va remplacer en fait des espèces par d'autres espèces animales qui en fait sont des créatures humaines. Enfin, la plupart des animaux d'élevage aujourd'hui sont sélectionnés génétiquement, voire manipulés génétiquement dans les pays où c'est autorisé. Donc voilà, c'est un peu ça. Et pour revenir, voilà, apporter vraiment un angle d'éthique animale, il y a vraiment la question des animaux qui sont sous la garde de l'homme, comme on dit en termes juridiques, c'est-à-dire tout ce qui est animaux domestiques, voilà, ce qui peut être aussi maintenant des animaux qu'on dit liminaires, parce que voilà, ce sont des animaux sauvages qui faute d'avoir des habitats, viennent cohabiter dans des habitats humanisés. Donc voilà, je suis désolée, c'est un peu pessimiste ce que je dis, mais c'est important de bien de faire un constat extrêmement complet de la situation, et c'est là que je pense que l'éthique animale et la protection des animaux vient vraiment complémenter le constat qui peut être fait d'un point de vue de la protection de l'environnement, en disant voilà, il y a la question de l'individualité des animaux, et il y a la question des animaux qui sont contrôlés par l'homme et qui ne vivent pas une vie digne d'être vécue, et qui en plus posent voilà, un certain nombre de risques à la vie animale dite sauvage. Merci beaucoup. Laurent. Bonjour à tous. Moi, en fait, ce que ça m'évoque, ce chiffre-là, c'est les récits qui sont derrière. Un peu comme tu l'as évoqué, Vinciane. J'ai envie de vous raconter juste une histoire qui se passe à Brisbane en 1994. En 1994, en septembre, il y a une jument qui est enceinte et qui commence à montrer des signes de convulsion. Il y a de l'écume qui sort de la bouche. Enfin, elle va pas bien. Donc du coup, ça inquiète l'entraîneur, ça inquiète le propriétaire, qui commence à la mettre à l'écart, qui tente d'en prendre soin. Et au bout de quelques temps, cette jument meurt dans d'atroces souffrances, alors que c'était une jument de compétition avec des attentions vraiment particulières. Et très peu de temps après, parce que je ne veux pas nous déconnecter de l'humain, du coup, dans cette histoire-là, l'entraîneur, Vic, lui aussi commence à montrer des signes médicaux majeurs, importants, et donc il est emmené à l'hôpital, et il meurt au bout de 7 jours. La vétérinaire qui était intervenue sur cette opération-là, elle s'en sort sans problème, et l'enquête commence à être menée. Et cette enquête nous conduit dans la forêt tropicale, dans les franges de forêt tropicale qui restent coincées entre la montagne et la ville aménagée dans le secteur de Brisbane. Et il faut remonter un petit peu le temps pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Dans cette zone-là, quand les hommes sont venus pour s'installer dans le secteur, on était sur une frange littorale avec la plage, l'estran, et très vite la forêt tropicale qui s'est retrouvée coincée jusqu'aux zones de montagne, mais dans lequel vivait une population de chauves-souris
Pteropus alecto, un renard volant, très joli, enfin très joli quand on est spécialiste des chauves-souris en tout cas. Je vous assure, elle est très belle cette chauve-souris, je défends quiconque de me dire le contraire. Il n'empêche que cette chauve-souris, elle vit dans cet espace-là qui petit à petit est grignoté. Il est grignoté et les colonies qui étaient présentes historiquement, on voit leur habitat qui, du coup, commence à fondre comme neige au soleil, et puis qui petit à petit est réduit à quelques toutes petites zones qui ne permettent qu'à la colonie de se maintenir uniquement pour gîter, mais les animaux, pour se nourrir des fruits, sont obligés de voler jusqu'à des zones où on trouve encore quelques arbres fruitiers, notamment des ficus. Et pour y arriver, il leur faut traverser des zones industrielles, des zones commerciales, des autoroutes, une ligne de train, des zones pavillonnaires pour enfin arriver jusqu'à la zone de ficus. Retour en septembre 1994. L'un de ces animaux, en fait, se met à excréter un virus qui va porter le nom du site localement, Endra. Et il sécrète ce virus, alors on ne sait pas trop, soit par les urines, soit par la consommation de fruits et par des déjections salivaires qui arrivent sur l'herbe, qui ensuite du coup, permettent à la jument de récupérer ce virus et qui, finalement, cet animal prend le rôle de transfert jusqu'à l'homme. Ce que raconte cette histoire, c'est que derrière la perte de biodiversité et les chiffres que vous exposez, Adrien, pour tenter de conserver le vouvoiement, ça va être difficile pendant 1h30. Mais en fait, ce que raconte cette histoire, c'est qu'au final, les chauves-souris dans l'arbre du vivant sont assez proches de nous, les humains. Et c'est ce qui facilite la possibilité du passage de certains virus jusqu'à nous. Alors, il y en a certains qui ont fait un peu parler d'eux ces dernières années. Je vais en citer juste quelques noms qui font un peu peur parce qu'il y a un taux de mortalité qui est voisin de 80-90% pour certains d'entre eux quand ça vient chez nous. Ebola, MERS, le SRAS. Toutes ces maladies-là sont à chaque fois issues de deux situations. La première, une perte d'habitat. Et là, on rejoint l'histoire que tu as racontée, Vinciane. L'autre situation vient d'animaux, et là on rejoint ce que disait Alice, d'animaux qui, pour des raisons d'expérience biologique en vue notamment d'un intérêt sur la recherche médicale, étaient enfermés dans des cages, avec, dans les deux cas, une montée de stress terrible, une augmentation du cortisol, cette hormone du stress, qui s'est mise à éteindre notamment des gènes dont sont dotés les chauves-souris et qui en font des animaux avec des super pouvoirs, et notamment un super système immunitaire. Et donc, à partir du moment où ces gènes s'éteignent à cause du cortisol, inévitablement, alors qu'ils sont porteurs de virus, mais comme nous sommes porteurs de virus, comme les autres vivants sont porteurs de virus ou de maladies, à un moment donné, du coup, la barrière immunitaire saute et ça autorise le passage, justement, de ces virus vers d'autres espèces, notamment l'humanité. Du coup, juste pour résumer, en fait, ce que cachent ces chiffres-là, moi je le vois de deux manières. La première, c'est le fait que progressivement, nous les humains, on se soit éloignés de plus en plus de notre habitat d'origine pour aller se réfugier ou se rassembler dans des grandes villes avec des conséquences qu'on a encore, je pense, du mal à totalement percevoir. Mais ça cache aussi des récits et des histoires dans lesquels le pont, ou en tout cas le lien entre les autres vivants et l'homme, en réalité, ces ponts sont très étroits. Et en fait, c'est ces histoires-là qu'il faut qu'on arrive à documenter pour être en capacité peut-être de démonter certaines de ces histoires, et sans revenir un retour en arrière, parce que je pense que ce ne sera pas possible, mais imaginer des nouveaux récits collectifs. Merci beaucoup. Alors, comme je jouis d'une position de président de séance, je pense que le tutoiement va être de mise, si tout le monde est d'accord. On voit, et j'aimerais juste acter au début effectivement cet constat que tu as fait, Alice, sur une certaine forme, tu as dit pessimisme, en tout cas on acte tous que effectivement les conséquences de l'homme et de sa relation aux animaux est évidemment, on peut déjà le dire en partie pour la réponse, c'est-à-dire qu'il n'est pas un animal comme les autres, parce qu'en fait là son empreinte, en tout cas à l'heure où on parle, semble là prendre le pas sur tous les autres animaux, ou semble modifier leurs habitats, et donc ce qui m'intéresse, c'est qu'on va essayer de déplier un peu différents éléments. Vinciane, tu as évoqué la sensibilité, Laurent, les récits, mais il y a aussi, Alice, le cadre juridique. J'aimerais citer deux exemples et t'interroger sur aujourd'hui où on en est sur le cadre juridique dans cette séparation entre l'homme
et les animaux. Deux exemples. Tout d'abord, en 2014, pour la première fois, il y a eu un statut juridique en France qui a reconnu que les animaux étaient doués de sensibilité, puisque depuis le Code civil napoléonien, un animal était égal à un meuble. Hein, donc ça, c'est 2014. C'est qu'à partir de 2014 seulement que l'animal n'était plus un meuble en droit français. Donc c'est relativement récent, ça a une dizaine d'années. Je cite également l'action de L214, qui était présent avec Brigitte Gauthier, sa présidente, hier. Vous ne le savez peut-être pas, mais L214, c'est en fait un article du Code rural. Hein. L214, c'est l'article 214 alinéa 1, qui affirme qu'il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques, ainsi que les animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Donc tout le combat d'L214, c'est de dire qu'en réalité, tout ce qui se passe dans les élevages en batterie ou de masse ne respecte précisément pas la loi et cet article précis. Donc Alice, ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que tu peux nous brosser un petit paysage juridique, réglementaire, notamment en France, peut-être en Europe, mais notamment en France, de où on en est dans la relation entre l'homme et les animaux? Alors non, parce que ça prendrait 5 heures, mais, mais voilà, tu as dit brosser voilà, un portrait, donc je vais faire ça de manière assez, voilà, pas grossière, mais simplifiée. Alors effectivement, le droit, pas que français d'ailleurs, le droit en général, et je pense que c'est pas d'ailleurs propre au droit en Occident, mais fait clairement une distinction entre les humains et les autres. D'ailleurs, c'est pas que les animaux, c'est aussi tout ce qui n'est pas humain va avoir un régime différencié des humains. Et en général, le droit civil, en particulier le droit romain, va faire une distinction extrêmement claire entre les personnes et les biens. Et vous pouvez avoir, vous êtes, je pense, tous au courant qu'une personne n'est pas forcément une personne physique, n'est pas forcément un humain, mais en général, c'est quand même une création humaine de type entreprise, association, ce genre de choses. Alors, le droit français, en vérité, la question de la sensibilité, ce n'est pas un statut juridique, c'est une espèce de déclaration du législateur, une reconnaissance du législateur d'une particularité de l'animal qui effectivement est un être sensible, qui existe en fait en droit. Alors c'est assez intéressant en droit français parce qu'on a tendance à penser que le droit français est très réactionnaire parce qu'il viendrait, voilà, en tout cas pas très moderne parce qu'il viendrait de Napoléon, et à cette époque-là évidemment le législateur n'avait pas forcément en tête, en tout cas avait pas comme dans l'idée de prendre en compte l'ensemble des vulnérabilités des uns et des autres. Mais depuis 1976, depuis l'article L214, le Code rural a inscrit la reconnaissance de la sensibilité animale, et c'est assez intéressant parce que c'est la sensibilité des animaux d'élevage. Alors qu'a priori, on pourrait se dire, justement, s'il y a bien des animaux dont on n'a pas envie de penser que c'est des animaux sensibles, c'est ceux qu'on mange, enfin qu'on élève dans des conditions assez atroces et qu'on abat dans des conditions encore plus atroces, et pour finalement les manger. Mais le législateur, en 1976, a bien reconnu la sensibilité animale. Et puis, voilà, la réforme de 2014 est venue un petit peu harmoniser le droit français par le biais du Code civil, de sorte à reconnaître la sensibilité animale pour tous les animaux, alors sauf en fait les animaux sauvages qui dépendent du Code de l'environnement, qui étant un droit plus spécial, voilà, la disposition du Code civil ne s'applique pas vraiment aux animaux sauvages. Maintenant, en pratique, ça c'est des débats qui intéressent beaucoup le grand public, etc. D'un point de vue purement juridique, cet article, d'ailleurs, il y a eu un colloque il y a 2 semaines au Sénat où justement on a fait un petit peu le bilan des 10 ans de ce nouvel article du Code civil, et on en a un peu conclu que il s'était rien passé en fait, parce que il n'y a pas de changement de. Alors il y a la question du statut juridique. Est-ce qu'il faut changer le statut juridique des animaux? Moi, j'ai tendance à dire que c'est pas forcément très utile. Et en fait, derrière, ça suffit pas au niveau de la jurisprudence, ça suffit pas au niveau des textes réglementaires. Ce qu'il faudrait faire, c'est tirer les conséquences de cette reconnaissance de la sensibilité animale, et qu'est-ce qu'on en conclut par rapport aux pratiques qui devraient être autorisées et pas être autorisées. Ce travail-là, il n'a pas été fait pour des raisons, c'est toujours les mêmes raisons, c'est des raisons politiques, parce qu'évidemment, si vous reconnaissez la sensibilité animale, ou en tout cas que vous prenez au sérieux cette reconnaissance de la sensibilité animale, vous comprenez bien que
ça va entraîner des changements politiques et économiques extrêmement importants par rapport à certaines filières de production, et en particulier les productions animales. Ça pourrait être quoi un exemple très concret, très court, qui permettrait d'un point de vue juridique et réglementaire de changer très efficacement ou très directement les relations qu'on entretient par exemple avec les animaux, d'élevage ou non, que tu as défendu ou qui est en train d'être défendu Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école que moi j'appelle un petit peu théorique sur le droit des animaux, qui consiste à changer le statut juridique des animaux pour leur accorder des droits fondamentaux, un petit peu sur le modèle, enfin complètement d'ailleurs sur le modèle de ce qui a été fait pour les droits de l'homme. Ça se fait surtout aux États-Unis parce qu'eux, ils ont un droit qui est beaucoup plus, avec des sources de droit qui sont beaucoup plus flexibles, notamment de nature jurisprudentielle. Donc, vous avez plus accès à un juge, et ce que le juge dit a fait force, est une source de droit, en tout cas davantage que chez nous, où la source de droit la plus importante provient du législateur. En vérité, ça ne marche pas très bien parce qu'on se rend compte que les juges sont assez réticents à reconnaître ce type de droit aux animaux, et que quand ils les reconnaissent, on se rend compte qu'il aurait simplement fallu changer le droit, interdire certaines pratiques plutôt que d'autres, sans forcément passer par une reconnaissance de la personnalité juridique. Et puis il y a une autre école qui est beaucoup plus pratique, nous en tout cas c'est ce que je fais dans mon travail, qui est un angle beaucoup plus pratique et pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut réglementer les activités en fait. Donc il y a certaines pratiques qui doivent être interdites. C'est interdit pour des raisons éthiques, mais en plus c'est ce que les citoyens veulent. Donc si on est un peu sérieux au niveau de la démocratie, quand les citoyens disent qu'ils ne veulent pas de ferme usine, évidemment les gens ils ne sont pas tous véganes, etc. Mais c'est pas ça qu'on demande. Personne n'est pour les fermes-usines, personne n'est pour mettre les animaux dans les cages, personne n'est pour détruire les habitats. Comment ça se fait que ce n'est pas reflété dans notre droit, dans la mesure où normalement on est un parlement et des institutions qui doivent refléter les demandes des citoyens. Merci beaucoup. Et je vais repartir de ça pour vous interroger, Laurent et Vinciane. Comment ça se fait? C'est-à-dire que si on est tous d'accord, est-ce que c'est notre regard, et vous avez commencé à l'évoquer à travers vos exemples, est-ce que c'est notre regard sur les animaux, donc les récits, les images qu'on projette, les images de nos relations avec eux, qui doivent être travaillées? Vinciane, dans Habiter en oiseau, vous reprenez une phrase de Viveros de Castro, l'anthropologue, qui dit que l'anthropologie, donc ce qui est lié à nous, l'homme avec un grand H, n'est pas là pour expliquer le monde, mais pour le multiplier et pour le démultiplier, comme si vous ouvriez un livre avec cette fois-ci une multiplicité d'interprétations et de récits possibles. Et je crois que vos travaux montrent justement ce changement de regard, la possibilité de se mettre à la place de la chauve-souris et de voir le monde à travers ses yeux. Et j'aimerais vous entendre tous les deux là-dessus, c'est-à-dire comment, et là je passe plutôt à ma deuxième partie de ma dissertation de philosophie, comment on peut justement organiser cette réconciliation, c'est-à-dire dépasser cette séparation, et puis essayer de se dire comment on peut commencer à tisser d'autres liens, notamment narratifs, mais peut-être aussi dans la pratique, pour que peut-être à l'avenir les choses changent. Vinciane, Laurent? Laurent. Je pense qu'en fait, on s'est installé tous collectivement dans un confort qui fait qu'on n'a pas forcément envie de voir effectivement comment ça se passe de l'autre côté. Notamment, Alice, ce que tu viens de nous raconter, je trouve que ça l'illustre bien. En réalité, je pense que même les politiques, en réalité, il y a plein de choses, ils n'ont pas forcément envie de voir la sensibilité chez les autres vivants. C'est quelque chose qui peut nous rendre un peu mal à l'aise face à, mais peut-être que Vinciane, tu en parleras mieux que moi, face à cette idée que l'homme est supérieur aux autres vivants, aux autres espèces. Et ça va nous rendre un petit peu mal à l'aise à partir du moment où on va se rendre compte que les autres vivants qui sont en face de nous, ils ont une manière de percevoir le monde qui est totalement différente et une sensibilité réelle qui est vraiment évidente, et une manière de nous percevoir peut-être un peu différente. À un moment donné, par exemple, sur le volet des chauves-souris, moi je me suis intéressé à un sujet qui nous concerne tous, puisqu'on est tous confrontés aux différentes crises environnementales, et à un moment donné, on se dit effectivement il faut décarboner. Mais la décarbonation, ça passe notamment par le développement d'énergies renouvelables, qui, pour certaines d'entre elles, quand même, ont des impacts si on
tient pas compte du vivant. Alors, il y a des gros débats et des gros sujets. Alors, c'est des gros sujets juridiques, ça, en ce moment, parce que qu'est-ce qui doit primer? Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est la biodiversité? Et finalement, les deux sont totalement imbriqués. Et pour vous raconter une histoire, en fait, on a travaillé depuis, en tout cas en zone de forêt, il y a une quinzaine d'années, on avait quelques dizaines d'hectares qui étaient affectés par un insecte, le hanneton, qui est un insecte, vous voyez, dont le ver, c'est un gros ver blanc qui a à peu près la taille de 2 phalanges de mon petit doigt, et qui mange les racines des grands chênes, et qui, au printemps, en avril-mai, sort de terre sous forme de l'insecte, le hanneton. C'est un énorme une espèce de gros scarabée qui va sur les feuilles des chênes et qui, pendant 23 heures, soit il dort, soit il mange les feuilles de chêne. Et juste à la tombée de la nuit, il vole pour s'accoupler. Aujourd'hui, on a plus de 80 000 hectares de vieilles chênées qui sont quasiment intégralement mortes en France à cause des hannetons et à cause des dégâts des hannetons. Et ça pose question. Pourquoi c'est arrivé ? C'est arrivé pour 2 raisons. La première, c'est que le changement climatique rend les hivers plus doux et donc les larves ne gèlent plus à la surface quand elles remontent lors du dernier hiver. Mais la deuxième raison, c'est aussi qu'en réalité, cette espèce, elle a un prédateur naturel, qui est une chauve-souris. Alors, il y a parfois d'autres organismes qui peuvent en grignoter ici ou là, mais c'est une chauve-souris qui s'appelle la noctule commune. La noctule commune, c'est une chauve-souris de 25 à 30 grammes et qui vole vraiment à la tombée de la nuit, qui gîte dans des arbres au cœur des parcelles dans lesquelles on peut notamment trouver des hannetons. Et les colonies, constituées de groupes de femelles qui vont s'entraider ensuite en constituant des crèches pour élever les jeunes. Alors, vous voyez, il y a des similitudes comportementales. En tout cas, il y a parfois des comportements chez ces animaux qui nous donneraient envie de faire pareil, de prendre soin les uns des autres. En tout cas, ces animaux-là, juste à la sortie du gîte, quand il y a des hannetons, ils se focalisent sur les hannetons, ils peuvent en manger des dizaines, chaque individu, sauf que ça vit à 100, 150 individus dans une même colonie. Et elles assurent un contrôle de ces insectes ravageurs. Sauf que cette chauve-souris, elle est confrontée à un problème aujourd'hui, c'est que dans sa manière de vivre, dans sa manière de voir le monde, elle ne voit pas le monde comme nous. Quand on négocie notamment avec les développeurs éoliens sur la manière de développer l'éolien en tenant compte de la faune qui vole encore quand les éoliennes tournent, leur réaction est de dire, alors pour beaucoup quand même, ils y sont sensibles et ils font des efforts, mais ils disent, attention, ok, on peut réduire, on peut arrêter les éoliennes jusqu'à une certaine vitesse de vent, mais quand il y a encore, quand on touche uniquement les 10 derniers % d'activité des chauves-souris, on s'autorise à faire tourner les éoliennes. Mais les chauves-souris, quand elles arrivent sur les éoliennes, et en particulier cette noctule, elles utilisent les éoliennes comme un repère paysager dans nos paysages, notamment agricoles, qui ont été appauvris, il n'y a plus un arbre, et d'un seul coup, il y a des trucs qui ont poussé là, et qui constituent des repères acoustiques, compte tenu du fait qu'elles se déplacent par l'écholocation. Donc, elles voient avec leurs oreilles, elles émettent des cris, et c'est les échos qui leur permettent de voir le paysage. Mais ça conditionne leur manière d'habiter le monde. Elles ne voient pas les pales, par exemple, comme nous, on peut les voir, ou on les voit tourner. Non, elles, quand elles arrivent, elles détectent d'un seul coup un objet qui arrive. Alors, dans certains cas, elles arrivent à l'éviter. Mais quand elles n'arrivent pas à l'éviter, pourquoi ? C'est parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand il y a un vent de 35 km/h, une pale de 90 mètres de longueur, et aujourd'hui c'est assez standard, le bout de pale, il est à 300 km/h. Donc ça arrive à une telle vitesse que la chauve-souris, en fait, elle peut se faire happer. Mais si elle ne se fait pas happer, c'est la pression de l'air à proximité de la pale qui induit un barotraumatisme, c'est-à-dire une implosion des viscères. Les populations de noctules communes ont chuté depuis 15 ans de 54%. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, en fait, et notamment, je me suis interrogé sur pourquoi on était confronté à une incapacité d'arriver à comprendre pourquoi ces noctules, finalement, ne peuvent pas faire un peu gaffe si on n'a qu'à mettre des panneaux puis leur dire non, en fait, il ne faut pas passer là, quoi. Mais ce n'est pas comme ça qu'elles voient le monde. Et ce qui m'a intéressé, c'était de tenter de me glisser à un moment donné dans la peau de la noctule pour imaginer la façon dont il fallait peut-être qu'on repense notre manière de voir la façon dont chaque animal, dans son espèce, mais même de par son histoire propre, pouvait peut-être être amené à voir le monde qui nous entoure. Merci beaucoup. On peut l'applaudir.
Vinciane, ce que vient de raconter Laurent doit faire écho à tes travaux, parce que tu as suivi pour Habiter en oiseau et d'autres ouvrages des éthologues, donc des spécialistes du comportement animal sur le terrain, pour voir justement comment ils travaillaient, comment ils pouvaient se mettre à la place des animaux et donc changer notre regard. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et comment t'es venu peut-être déjà l'idée de les suivre et qu'est-ce que tu as découvert quand vraiment tu les as suivis sur le terrain? Je pense que j'ai envie de reprendre la toute première question que tu ne posais pas, mais que tu suscitais quand tu disais, bon, ben, il y a des gens qui ont changé notre regard sur les animaux. Est-ce que les animaux auraient changé leur regard sur nous? Moi, je pense que c'est une super bonne question parce que c'est celle-là qui m'a habité dès le début. Alors, les raisons théoriques et pratiques pour lesquelles elle m'a habité sont bien sûr des raisons de curiosité, mais aussi parce que quand j'ai commencé à travailler il y a très longtemps, donc moi j'ai commencé à travailler avec les éthologistes au début des années 80, fin des années 80, début des années 90. Il y avait à ce moment-là, on était quelques-uns à vouloir un peu changer la façon de faire, c'est-à-dire que les philosophes qui travaillaient dans ce domaine ne parlaient que des représentations que les gens ont des animaux. Ça veut dire que l'animal réel, tout le monde s'en foutait un peu, quoi. C'était juste, les animaux étaient des supports de représentation. Et quand les anthropologues de l'époque et les historiens de l'époque, etc., faisaient des recherches au sujet des animaux, on ne savait pas grand-chose des animaux réels. On savait juste que l'ours représentait la sexualité, le loup la voracité, etc., etc. Et nous, on avait vraiment envie de travailler en disant, mais les animaux, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Comment est-ce qu'ils participent activement au savoir qui est produit à leur sujet? Et donc, moi, j'ai commencé à chercher très, très vite comment est-ce que le fait, par exemple, qu'on sait certaines choses sur des animaux pourrait modifier ces animaux. Et c'est ça qui m'intéressait à la fois pour des raisons épistémologiques, donc les rendre très actifs et très présents et ne plus en faire des supports de représentation, qui était pour moi un geste politique aussi, c'était de leur redonner de la place et de l'importance. Et je trouvais que les éthologistes le faisaient bien, mais qu'ils n'étaient pas reliés au niveau des philosophes, au niveau des anthropologues. Et puis, c'était aussi parce que je me disais, ça c'est quand même, je veux dire, que des gens soient inventifs, bon, ben, vous êtes déjà très content, mais si les animaux le deviennent et que vous découvrez la gamme incroyable d'inventivité qu'ils peuvent manifester, et leur manière aussi de nous juger, de trouver qu'on est des sales cons ou qu'on est des gens sympas, enfin, tout ça, moi, je trouvais que ça a éveillé ma curiosité. J'avais vraiment envie de m'amuser, moi, en travaillant. J'ai jamais... Voilà, c'était le seul motif pratiquement qui a guidé mon travail, c'est tiens, où est-ce qu'il y a des choses qui m'épatent, qui sont... Et là, le premier encouragement que j'ai trouvé, c'est chez un ornithologue qui s'appelle Bernd Heinrich, et qui, pour moi, c'était une façon, ce que j'ai lu chez lui, c'est de dire, bon, ben ça va, vas-y, tu peux y aller, Franco. Enfin, j'avais déjà remarqué que sur le terrain, j'avais déjà vu des choses comme ça, mais là, je trouve un théoricien qui me le donnait. C'est quand il dit, là où les corbeaux sont aimés, dans son livre est-ce que c'est Raven in Winter, donc on est dans les années 90, et il écrit là où les corbeaux sont persécutés, ils sont extrêmement craintifs et c'est impossible de les observer. Et donc il y a une espèce de cercle vicieux parce que leur crainte et leur sauvagerie, entre guillemets, fait que on ne sait pas grand-chose sur eux parce qu'on ne sait pas s'en approcher. En revanche, là où ils sont traités comme des dieux dans les pays du Grand Nord, là où on les considère, là où ils collaborent avec les chasseurs, les corbeaux vivent en harmonie avec les gens et collaborent même parfois à la chasse. Et donc il continuait en disant, ce qui veut dire que les mythes que nous racontons à propos des corbeaux ne sont pas rien que des histoires, ce sont des histoires qui ont des effets, des conséquences. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin au point de vue théorique, ce que j'avais déjà découvert au point de vue pratique, parce qu'en faisant mon terrain auprès d'un ornithologue israélien qui observait des oiseaux, des passereaux d'Arabie ou cratéropécaillés, j'avais remarqué que ce qu'on savait à propos de cet oiseau pouvait modifier non seulement ce qu'on pouvait apprendre encore, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez des hypothèses qui sont un tout petit peu généreuses, un tout petit peu qui prêtent à l'animal des choses qu'on ne lui prête pas généralement, vous allez commencer à voir des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Et vous ne les voyez pas, pourquoi? Parce que ça vous paraissait du bruit anecdotique, parasite, etc., des gestes qui n'ont pas beaucoup de signification. Mais une fois que vous avez une histoire qui commence à dire, tiens, mais peut-être qu'ils font ça, peut-être qu'ils se réconcilient, peut-être que, etc., vous vous rendez compte qu'il y a des comportements qui vous êtes totalement passés inaperçus et vous les voyez d'un seul coup. Franz de Waal raconte ça à propos de la réconciliation. C'était des comportements qu'on ne voyait pas
parce que ça avait l'air d'être des gestes comme ça un peu. Et puis on s'est rendu compte, une fois qu'on a mis une histoire, voilà l'importance des récits, une fois qu'on a mis un récit en disant ici c'était de la réconciliation, on l'a vu comme de la réconciliation et ça faisait parfaitement sens là-dedans. Et puis il y a plein d'animaux qui ont commencé à se réconcilier après ça. Je veux dire, une fois que les chimpanzés sont réconciliés, même les moutons ont commencé à se réconcilier. Donc vous voyez, donc ça veut dire que voilà. Et donc ça c'est le premier point, c'est le travail des scientifiques, le travail des éthologistes, pour moi a toujours été crucial. C'est quand ils font bien leur boulot. Et ce que j'appelle faire bien leur boulot, c'est-à-dire être imaginatif et ne pas être sous la pression des routines scientistes et sous les effets encore assez toxiques du behaviorisme et compagnie, ben quand ils font bien leur travail, ils font vraiment des choses formidables parce que ils changent la façon dont on perçoit les animaux et en les changeant, alors je dis c'est pas énorme comme changement et c'est vrai que les animaux d'élevage resteront encore assez longtemps à la traîne malgré tous les efforts que fait notamment L214, que font certains techniciens de l'INRA et certains scientifiques de l'INRA, mais c'est vrai que ça peut changer des choses. Voilà. J'ai très envie de réagir à ce que tu viens de dire, Vinciane. Alors, vous allez noter que j'aime bien raconter des histoires, mais notamment la lecture de ton livre Habiter en oiseau m'avait bousculé dans la manière de voir, enfin de considérer la façon dont les oiseaux peuvent voir et se voir entre eux. Et ça illustre notamment une expérience que j'ai vécue. Donc moi, en fait, je fais de la science à étudier des chauves-souris, donc à les capturer, parfois à les maltraiter un petit peu, parce que je leur colle un petit émetteur sur le dos que je cours après la nuit, que je les enregistre, que je les étudie. Et puis il y avait des événements qui vous bousculent. Et je pense à l'un en particulier sur la manière dont finalement les vivants qui sont en face de nous, encore plus les animaux sauvages, c'est quelque chose parfois qui peut être un peu perturbant. Les animaux domestiques ou les animaux d'élevage, quelque part, ils sont proches des humains, ils nous voient régulièrement. Mais un jour, je suis appelé par une voisine qui a des chauves-souris, enfin qui a une chauve-souris chez elle, elle est phobique. Et elle m'appelle à 14h05, l'heure compte parce que j'arrive sur la zone et en fait, je récupère un bébé chauve-souris qui est né probablement la veille, le soir ou le matin, je ne sais pas, mais il est tout petit. Et en fait, en remontant toute l'enquête pour vous le faire court, cette dame, en réalité, elle n'a pas arrêté de circuler, toute sa famille n'a pas arrêté de circuler jusqu'à 13h45. Et le bébé était posé sur le crépi blanc, alors que lui, il est noir. Il est posé sur le crépi blanc à 1,50 m de hauteur, 3 mètres devant la porte d'entrée, qui n'arrête pas d'être ouverte depuis le début de la journée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est entre 13h45 et que 14h05 que la mère, qui n'était pas en capacité de l'alimenter parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'insectes pour alimenter son unique jeune de l'année, elle est venue le déposer là. En cherchant, j'ai trouvé la colonie. La colonie, elle était sur le pignon opposé de la maison par rapport à la porte d'entrée qui donnait vers la forêt. Et là, en se questionnant, cet animal, en fait, la mère, elle aurait pu abandonner son jeune en pleine nuit, au moment où elle partait en vol. Non, elle l'a fait de jour. Elle aurait pu le laisser tomber, juste au sol. Elle aurait pu aller le déposer sur un arbre en face. Non, elle a fait le tour en milieu de journée pour venir le déposer devant la porte d'entrée des humains. Et là, ça questionne, en fait, sur la manière dont elle nous percevait, dont elle perçoit l'humanité. Et moi, en tout cas, j'ai envie d'y voir un signe que tout n'est pas perdu. En tout cas, sur notre manière d'être considéré par les vivants. Et on le voit à travers vos deux exemples, c'est un travail aussi qui cherche à faire évoluer nos regards, nos a priori, et tu le disais Vinciane aussi, même les outils parfois des éthologues d'une certaine époque qui projetaient des choses. Moi dans ton ouvrage, j'avais eu un choc en me disant, tu dis, c'est vrai que quand vous regardez un documentaire ou un reportage sur les oiseaux, c'est soit des rapports sexuels, soit alimentaires. On a l'impression qu'ils font que bouffer et faire l'amour. Mais en fait les oiseaux, et tu le dis, peut-être qu'ils s'ennuient. Peut-être qu'ils dansent juste pour faire les pitres, et peut-être qu'ils font plein d'autres choses. Mais c'est vrai que notre représentation, même qu'on nous montre dans les écrans, c'est toujours sexuel et alimentaire. Et donc toi, ton travail, c'est de dire, peut-être pas du tout. Et peut-être que toute la partie du temps qu'ils ont dans la journée, c'est juste de s'ennuyer, de s'amuser, de tournoyer. Et donc ça participe
à se dire comment on peut décaler notre regard. Et j'aimerais donc, avant de passer aux questions, peut-être vous interroger sur des choses qu'on associe souvent quand on pose cette question du rapport de l'homme et des animaux, sur par exemple des gros mots comme l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut en passer par là? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut absolument passer par une phase où on se met vraiment à leur place et puis on raconte leur vie et puis là on va tomber en empathie avec eux? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Voilà, j'aimerais vous, à travers vos expériences, à travers ce que vous avez vu, peut-être atterrir sur finalement comment on peut véritablement faire pour faire monde commun, hein, pour cohabiter. Et là, je reprends les pensées de Morisot, de Latour. Comment on fait monde commun? Comment on se rassemble à nouveau, hein? Vous avez commencé à évoquer des choses, mais quels sont selon vous les moyens qu'on a à notre disposition pour pouvoir faire apparaître ça aujourd'hui, juridiquement et non juridiquement? Donc peut-être Alice, peut-être toi d'abord, est-ce que si tu devais avancer des pions juridiques, réglementaires, normatifs, ce seraient lesquels pour effectivement essayer de faire qu'il y ait cohabitation? Je sais que tu n'es pas historienne du droit animal, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres pays, d'autres civilisations, d'autres régions du monde où les choses avancent différemment et on pourrait avoir d'autres modèles également? Donc deux questions en une. Oui, alors ce que ta question m'inspire et les échanges qui ont eu lieu m'inspirent aussi, c'est la question de la fabrication de la science. C'est-à-dire, c'est là, je pense que les travaux de Bruno Latour sont très précieux pour nous aider à comprendre en fait qu'est-ce que la science et que c'est pas la science avec un grand S qui nous serait comme ça donnée d'on ne sait où, mais qu'effectivement il y a différentes méthodes qui sont inspirées de différentes traditions même, on pourrait dire. Et ce que vous disiez, Vinciane, sur la question de le travail des éthologues ou des scientifiques par rapport aux animaux d'élevage, qui n'est pas forcément la même approche par rapport aux animaux sauvages, etc. Et en fait, nous, c'est une question qui nous intéresse énormément, juristes, parce que le droit de la protection animale est censé être fondé sur la science. C'est vraiment un des principes du droit de l'animal, j'ai envie de dire, et en particulier du droit européen, c'est-à-dire le législateur est censé quand même prendre en compte la science, c'est-à-dire l'état de l'art, la science qui serait de plus grande qualité, une science de qualité. C'est très compliqué parce qu'en fait, quand on se plonge un petit peu sur comment les scientifiques du bien-être animal travaillent, alors déjà, le concept même de bien-être animal, c'est un concept très compliqué parce qui vient des productions animales, donc qui n'est pas forcément un concept qui est particulièrement utile pour les animaux, mais la science du bien-être animal a été vraiment construite pour voir les animaux, en particulier les animaux d'élevage ou les animaux utilisés à des fins scientifiques, comme des objets, comme des produits. Donc voilà, là on a un problème de culture scientifique, donc j'anticipe un peu sur la question de la phoque et voilà, quelles sont les solutions. Ça c'est une solution possible, c'est-à-dire et c'est là que les sociologues des sciences nous sont très précieux pour essayer de comprendre quelles sont les dynamiques dans la recherche et comment est-ce qu'on pourrait ouvrir cette recherche pour une meilleure prise en compte des intérêts des animaux au sens propre et pas les intérêts des animaux tant qu'ils servent les intérêts humains. Donc voilà, alors après, sur les aspects comparés, c'est très compliqué. Je sais que moi, au début, je mettais beaucoup d'espoir dans les systèmes juridiques différents des nôtres. Mais en fait, ce dont je me rends compte après plusieurs années, ou même on pouvait voyager dans le passé, se dire, comment est-ce que les humains faisaient avant. Mais en fait, on fait tous un peu la même chose partout. Alors la seule différence, ça va être une différence de degré. C'est-à-dire qu'effectivement, certaines communautés humaines, parce que notamment elles n'utilisent pas les mêmes techniques ou elles n'ont pas accès à la technologie, vont faire moins de dégâts, c'est-à-dire leur espèce d'anthropocentrisme va moins trouver à s'exprimer. Mais en fait, on retrouve cette idée, peut-être d'ailleurs c'est le propre de l'homme, c'est-à-dire c'est de vouloir dominer un peu tout ce qui bouge, quoi, et ce qui bouge pas, en tout cas ce qui semblait pas bouger. Donc je pense qu'on est un peu tout seul à devoir trouver des solutions sans forcément en attendre trop des autres, quoi. Et c'est vrai que c'est une question qui est importante parce que, vous savez, l'homme, au même titre d'ailleurs que dans certains écosystèmes, le loup ou l'ours est tout en haut de la cascade trophique. Donc vous savez, la cascade trophique, c'est une espèce de représentation graphique et structurée qui permet d'avoir les rapports de domination et prédation entre des espèces.
Hein, donc telle espèce va manger telle autre, qui va se faire chasser par telle autre, etc. Donc nous, on est tout en haut, parce on a énormément de possibilités de prédation. Et donc la question que j'ai envie de poser à Vinciane et à Laurent en rebond de ça, c'est est-ce que du coup ça nous donne une responsabilité supplémentaire, un rôle supplémentaire, et si oui, du coup, encore une fois, je répète ma question, comment faire pour essayer d'avoir ce rôle d'être celui, est-ce que on est condamné à avoir le rôle, entre guillemets, de celui qui est l'initiateur de la cohabitation, alors qu'on pourrait se dire que peut-être que la première chose à faire, c'est de ne pas vouloir endosser le rôle de celui qui veut retisser la cohabitation avec les autres. Donc j'essaye de voir comment vous percevez les choses. Est-ce qu'il y a une forme d'humilité à avoir et il faut justement passer par des phases de compréhension, de recherche, de terrain, d'acculturation, de dialogue, etc. Ou est-ce qu'il faut vraiment se dire et acter que, bah oui, vu là où on en est, avec les chiffres qu'on a cités au début, ouais, c'est quand même à nous de prendre vraiment la responsabilité d'agir, et c'est nous et nous seuls qui pouvons recréer cette cohabitation. Donc quel est un peu votre regard là-dessus? Mais je pense, Adrien, qu'il y a un truc quand même qu'il ne faut pas louper, c'est qui c'est ce nous. Tu vois, je pense que c'est quand même problématique de se dire que nous sommes responsables alors qu'en fait, on est tellement impuissants. Bon, je pense qu'il y a quand même il y a des ennemis, il y a des responsables et des ennemis, et nous sommes relativement impuissants en tant qu'à présent vis-à-vis de ces ennemis, jusqu'à ce qu'à un moment donné, bon ben, on soit un peu moins impuissant. Mais je pense que Total, ça peut être un ennemi. Je pense que il y a des gens qui sont des ennemis maintenant, voilà. Il y a des entreprises qui sont des ennemis. Donc nous sommes responsables, je veux bien, mais je veux dire, pour être responsable, il faut quand même se dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, etc. Et on fait quand même pas grand-chose. Donc, je n'irai pas dans cette voie si généralisante, quoi. C'est là où je me dis, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ça c'est le premier point. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est que, mais c'est pas une réponse à la question, c'est parce que j'essaye, en fait, je botte en touche. Hein. Adrien, ce soit clair, je botte en touche. C'est parfait. Mais très très bien fait en tout cas. Voilà, et je l'annonce en plus, il n'y a rien qui me fait peur. C'est de voir comment ça se retourne contre nous. Et ça, c'est quand même intéressant. Je fais par exemple référence au livre d'Antoine Chopeau et Léna Ballot, je crois que c'est Nous ne sommes pas seuls, mais il y a un livre beaucoup plus récent aussi d'Anna Tsing qui est en train d'être traduit en français. Je crois qu'il va être traduit sous le titre Seconde Nature, si j'ai bien compris, et qui s'appelle Field Guide for Apache Anthropocene. Et Anna Tsing va s'intéresser à des espèces qu'elle appelle férales. Alors elle utilise le terme féralité un peu au sens de liminaire, je pense qu'on est à peu près dans le même sens. C'est-à-dire qu'elle étend la signification du terme féral. Féral, normalement, les animaux sont féraux quand ils se marronisent. Donc ils ont été domestiqués, et puis ils retournent à la vie sauvage, mais ils gardent des caractéristiques de la domestication. Et bien pour elle, les espèces férales, c'est plus que ça. C'est des espèces qui se transforment, c'est des êtres vivants qui se transforment au contact des infrastructures, notamment du capitalisme. Et elle va citer quantité de vivants qui vont se transformer et qui viennent vraiment nous mettre en danger et nous empoisonner la vie. Je pense que, par exemple, ce que tu décris des chauves-souris, qui à un moment donné sont contraintes à passer par des tas d'infrastructures industrielles, à survoler, etc., on a affaire à des espèces qui pourraient être considérées comme férales dans la mesure où leurs comportements ont été modifiés par nos infrastructures. Mais elle parle aussi de la renouée du Japon. Elle fait tout un chapitre extraordinaire, et même plusieurs chapitres sur la jacinthe d'eau, qui arrive à paralyser complètement des fleuves. Je pense qu'il y a une plante aussi qui est très jolie, mais sur laquelle il y a une écrivaine qui a fait tout un beau livre dans la réserve naturelle du côté de Arles, dans la collection Actes Une. Son nom m'échappe maintenant, je suis désolée. Oui, pardon? Là, oui, il y a un très beau livre sur ce terrain-là. Bon, mais toutes ces plantes-là, elles sont en train de nous dire, bon, ben voilà, très bien, très, très bien, et maintenant, vous faites comment? Et c'est intéressant parce que je vais dire, on a la possibilité et c'est un des chemins qu'on peut suivre, notamment avec les travaux des juristes, etc., considérer les animaux comme des victimes devant être protégés. Et puis, il y a l'autre possibilité, qui est quand même une possibilité intéressante, et c'est Anna Tsing qui le dit très clairement, qui sont les animaux. Ces animaux, ils entrent très sérieusement dans l'histoire. Jusqu'à présent, les animaux, les vivants, ils n'étaient pas vraiment des acteurs historiques, mais là, mes amis, ils vous créent une famine au Bengale de 3 millions de personnes en 1943.
il vous arrête complètement. Enfin bref, un virus peut arrêter l'économie du monde. Et ça, c'est intéressant, le monde ne se laisse pas faire. Et ce n'est pas qu'ils nous en veulent particulièrement, c'est qu'ils profitent de nos infrastructures et se modifient en fonction d'eux. Quand on prend la Jacinto, par exemple, elle a totalement modifié son système de reproduction pour passer d'un système de reproduction qui demandait du temps, qui demandait des pollinisateurs, qui demandait des choses hyper compliquées. Puis à un moment donné, elle se retrouvait dans des milieux tellement homogènes que les infrastructures des ingénieurs avaient créées. Que pourquoi faire de la diversité quand l'homogène est la seule possibilité de vie? Ben, on va supprimer la pollinisation, on se passe des pollinisateurs, allez, faisons ça entre nous les filles, on s'amusera beaucoup mieux. Et puis, supprimons les systèmes sophistiqués, jusqu'à arriver que maintenant elles se clonent, quoi. Vous voyez un petit peu le minimum, c'est même plus le minimum syndical de la sexualité, quoi. Bon, je ne vais pas faire des métaphores plus loin, ça va vraiment mal tourner. Mais voilà, et là, je pense qu'on a quelque chose qui, il me semble, puisqu'on n'a pas réussi à être convaincu par la victimisation, par la pitié, etc., je me dis que là, quand même, ça pourrait être intéressant hein, de voir. Là, ils y vont fort. Ce sont des animaux qui résistent, en fait, qui politiquement résistent. C'est vraiment intéressant de ce côté-là, sauf que, ce qui serait vraiment de nouveau problématique, c'est que ceux qui vont payer le prix de cette résistance seront peut-être ceux qui ont le moins de responsabilité dans l'affaire, qui auront le moins bénéficié des possibilités de se défendre contre cette résistance des êtres vivants à tout ce qu'on a fabriqué, machiné, on n'a pas fabriqué, on a machiné autour d'eux. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très très content que tu aies botté en touche. Hein. C'est super bien. Laurent, là-dessus? C'est compliqué de rebondir après Vinciane, là. Non, moi, le grand message que je donnerais, c'est, je pense que nous tous qui sommes là, dans cette salle, à un moment donné, il y a eu une rencontre avec du vivant, avec un paysage, avec je ne sais quoi qui fait qu'à un moment donné, il y a une petite graine qui a germé en nous et qui nous a conduits dans nos histoires et dans nos aventures. Quand tu as cité, par exemple, moi, la rencontre avec cet arbre, je ne me suis pas empalé sur lui, mais pas loin. Il n'empêche que cet arbre, il m'a aidé à me réenraciner. Mais il y avait déjà une petite graine, en réalité, quand j'étais gosse. Quand j'avais 3, 4, 5 ans, il y avait le contact dans la ferme familiale maternelle, une fois par mois. Et notamment mon grand-père qui m'avait emmené pour tirer le lait d'une des vaches de la ferme familiale. Et je pense que, sans me rendre compte, ça a semé un petit truc qui a fait que, si même après j'en ai été coupé pendant une dizaine d'années, voilà, j'ai grandi en cité HLM, ben à un moment donné, la rencontre avec un arbre a suffi pour que réémerge quelque chose et une envie de prendre soin des vivants, une curiosité, et que ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à cultiver. Et je sais que tu y es particulièrement attentif, Vinciane, et que tu en fais. Moi, j'en fais probablement moins que toi à ce niveau-là, mais d'aller vers les générations qui viennent, là, d'aller vers les enfants. J'ai participé à une opération de plantation d'arbres menée par une école sur un site auquel je suis attaché en Eure-et-Loire. Et en fait, de parler des arbres, de parler des petites chenilles qui mangent les feuilles des arbres et qui elles-mêmes sont mangées par des chauves-souris et contribuent à notre bonne santé parce que les chenilles nous chient dessus. Je vous le fais très court, hein, mais au global, ça nous fait du bien. Mais de leur expliquer ça, alors ça, les cacamous, ils adorent. Et on part de ça, mais n'empêche qu'après, au moment où ils sont allés sur le terrain pour faire les plantations, mais il y avait une attention particulière à ce qui se passait et ils plantaient un arbre sur lequel il allait y avoir des chenilles qui allaient faire des cacamous. Et ça crée des histoires qu'ils peuvent ensuite embarquer chez eux et raconter à leurs proches. Mais n'empêche que cette graine-là, je ne sais pas de quoi va être fait le monde dans 10 ans ou 20 ans, il y a tellement d'incertitudes aujourd'hui, mais au moins, il y aura probablement ce petit truc et cette petite référence d'être en capacité de se tourner vers les vivants et de développer une attention vers eux. Mais ça implique une responsabilité de notre part, c'est que compte tenu du chiffre que tu rappelais au tout début, les 8 milliards d'humains que nous sommes sur Terre, qui sommes aujourd'hui essentiellement concentrés dans les villes, il faut impérativement, il faudrait presque légiférer, je ne sais pas si c'est possible, pour avoir sa dose de contact avec d'autres vivants, avec des animaux, avec des végétaux, avec des paysages, et l'imposer à tous les jeunes. Merci beaucoup.
Alors, on va ouvrir le moment des questions. Donc, pour poser une question, vous avez un petit micro, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge. Je vais vous demander juste pour on puisse prendre le maximum de questions, qu'elles soient assez courtes et assez brèves. Alors, j'ai vu plusieurs mains se lever. Je vais prendre madame, et puis après monsieur au centre, et puis monsieur ici. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Donc effectivement, on a beaucoup parlé ce matin de nos interactions entre nous, les hommes, et les animaux. Je vais faire court, hein. Mais du coup, par rapport au titre, l'homme, un animal comme les autres, moi je suis toujours en attente un petit peu, dans la conférence de ce matin, sur est-ce que l'homme est vraiment un animal? Voilà. Donc si on pouvait juste traiter ce point, ça serait super. Merci. Absolument, donc on va le traiter. Donc, Donc là, on a repartons 2 sur heures, c'est ça? Aristote, l'homme comme animal politique, si vous le voulez bien. Donc, je vais laisser mes différents intervenants peut-être réagir par rapport à ça. Et quel est votre point de vue, effectivement, sur ça? L'homme est-il un animal, Laurent? Moi, je pense que ça dépend quand même beaucoup de l'expérience qu'on peut avoir et de la manière dont on se considère soi-même. Ça m'amène une histoire qu'on a évoquée en préparation d'ailleurs de notre séance là. J'aime bien aller donc au pied du chêne dont je raconte l'histoire, Quercus. J'y vais de jour, comme de nuit d'ailleurs. Et j'aime bien y aller de nuit. Alors, je me trimballe souvent le soir avec mon hamac. Comme j'y vais parfois pour étudier les chauves-souris, parfois je m'arrête. Et donc, au pied de Quercus, en avril dernier, j'y suis entré. Je suis entré dans la zone de forêt avec mon hamac. En entrant dans la forêt, il y a un chevreuil d'ailleurs qui aboie. Il n'était pas très content. Alors, le chevreuil, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, ça aboie. Voilà, ça fait un... Voilà. Et donc, du coup, je suis accueilli par ce chevreuil. Ensuite, j'arrive dans la zone où se trouve Quercus. Et puis, il y a une chouette hulotte qui chante juste à proximité. Et à un moment donné, j'installe mon hamac entre 2 arbres pour voir un petit peu le ciel, dans lequel je distingue des chauves-souris qui volent entre les deux. Alors, pourquoi je vous raconte ça, compte tenu de votre question? C'est parce qu'à un moment donné, moi, quand notamment je vais au pied de ce chêne, et j'y vais le plus souvent possible, pour à un moment donné me reconnecter aux autres vivants, et j'ai assez régulièrement la sensation à un moment donné d'être un vivant parmi les autres. C'est uniquement le fait de changer le point de vue, de faire un pas de côté, qui m'amène à cet état-là. Un petit peu l'état que décrit François Sarano, pour ceux qui le connaissent, c'est le monsieur qui se prend pour un cachalot et qui nage avec les requins, les grands requins blancs, pour vous le faire en résumé. Et lui, il dit... Tout se passe bien, même nager à côté de Lady Mystery, qui est un grand requin blanc de 5,50 m, 1,5 tonne, aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il y va nu, il y va authentique, il y va avec ses émotions, il y va tel qu'il est. Et là, en l'occurrence, ce soir-là, quand je suis allé en forêt, j'y suis allé tel que j'étais, débordant d'émotions. Et en fait, quand je me suis installé, je me sentais plus vraiment humain, en tout cas, je me sentais pas vraiment différent, j'avais l'impression de faire partie du milieu dans lequel j'étais. Et je me suis endormi avec cette idée-là, avec cette pensée-là. Et alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de dormir dans un hamac, à un moment donné, dans la nuit, vous pouvez très bien vous réveiller, parce que ce n'est pas toujours hyper confortable, dans une position un peu bizarre, avec le nez à moitié écrasé contre le tissu. Et là, c'est exactement ce qui est en train de m'arriver en milieu de nuit, lorsque du coup, je m'entends respirer. Et donc, vous voyez, ça fait un truc dans ce genre-là. Et je m'entends respirer tellement fort que ça me réveille. Et là, je me dis, mince, il se passe un truc, il faut quand même peut-être que je calme ma respiration. Et je ralentis un peu ma respiration, voire je l'arrête à un moment donné, parce que ça me perturbe quand même de m'entendre autant. Et donc, je bloque ma respiration. Et j'entends, juste de l'autre côté du tissu... Et ça a une drôle de réaction chez moi. C'est que là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, du coup, avec 2 doigts, je descends un peu le tissu, je regarde. Et là, je me trouve face au chevreuil qui était là à mon arrivée et qui, en fait, me voit. Il a un petit mouvement de recul. Et puis, je remonte le tissu et il revient. En fait, je faisais partie du lieu. Je ne me sentais pas très différent finalement des autres vivants. Enfin, j'aurais pu être le chevreuil, j'aurais pu être le pic qui était dans l'arbre juste au-dessus, j'aurais pu être une chauve-souris. Je crois qu'en fait, à un moment, le problème auquel on est confronté aujourd'hui dans le problème de sensibilité qu'évoque notamment Baptiste Morisot, c'est le fait qu'à un moment, on n'ose pas faire tomber les masques, on est toujours dans un rôle.
Et même quand on va en forêt, à un moment donné, on a du mal à se poser, on a du mal à laisser les technologies modernes derrière nous. Et c'est peut-être en ça qu'aujourd'hui, on est un peu différent, en tout cas, des autres vivants, des autres animaux. C'est que on est, comme je le disais tout à l'heure, glissé dans un tel confort qu'on n'a pas envie de sortir un peu de ce confort. Maintenant, la question qu'on doit tous se poser, et là c'est une démarche aussi individuelle, il n'y a pas que ce qu'on peut faire collectivement, mais individuellement, jusqu'où on est prêt par moment à laisser tomber le confort, si ça peut nous permettre de vivre ce que je viens de vous raconter. Parce que je peux vous dire que quand vous rentrez, vous avez la banane en fait, vous avez une énergie de dingue, vous êtes entré vraiment en connexion avec les autres vivants. Et je pense que c'est là l'un des défis auxquels on est confronté. Et ce que j'aime bien effectivement dans ta réponse, c'est qu'on sort effectivement du côté très abstrait de l'homme comme animal. Et en fait, enfin, je vais peut-être mal l'exprimer, mais d'un point de vue philosophique, on pourrait dire qu'il y a une modalité d'activation, quoi. C'est-à-dire on peut retrouver l'animalité, mais par contre, ça impose un certain nombre de choses. Tu l'as dit, le temps long, le dépouillement d'un certain nombre de choses qui ferait de nous sinon toujours des êtres séparés. Et donc j'aime bien cette chose-là. Vincent, tu voulais, ou Alice, réagir à ça? Ouais, en fait, votre question, je pense que si on n'en a pas parlé, c'est parce que pour nous, c'était tellement évident. Voilà, mais évidemment qu'on est des animaux. Là, je veux dire, il n'y a pas besoin de Darwin pour... voilà, mais je ne vais pas faire ce coup-là, évidemment, parce que pour beauté en touche, je suis carrément marqué un pénalty, en l'absence du gardien. En l'absence du gardien. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui nous intéressait, c'était comme les autres, évidemment. Donc, la première partie de la question, on avait décidé. Et pourquoi Et puis, vous avez raison peut-être de poser la question. D'abord, j'étais inquiète quand vous l'avez posée en disant merde, on aurait une exceptionnaliste parmi nous. Les ennemis sont. Et puis, je me suis dit non, c'est pas ça. Et puis, voilà, je pense qu'il y a de moins en moins d'exceptionnalistes. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est peut-être une évidence qu'il faudrait interroger. Je repense à Eduardo Viveros de Castro, dont Adrien soulignait tout à l'heure une des affirmations, c'est multiplier les mondes. En fait, lui, il est quand même allé chez des Amérindiens qui, pour eux, ils ne sont pas des animaux comme les autres, parce que ce sont les autres qui sont des humains comme eux. Et ça, c'est intéressant de se dire, tiens, mais c'est peut-être aussi comme ça qu'on pourrait se poser la question quand le droit envisage la personnification, en sachant que les juristes nous disent, attention, la personne humaine n'est pas la seule façon d'être une personne au monde, il y a des personnes morales, etc., etc. Donc, je ne suis pas du tout en train de prétendre, et je ne suis pas en train de prendre position dans ce débat du droit. Je laisse les juristes beaucoup plus sages que moi sur cette question. Mais... donc je dis, c'est intéressant de la reprendre et vous avez eu raison de la poser, parce que peut-être que les animaux sont des humains comme nous, peut-être un peu moins moches, quoi, ou enfin, je sais pas, ou un peu moins cons, mais avec l'idée aussi que ce serait un mauvais coup, parce que je me souviens d'Émilie H. qui, dans son livre de la génération, disait, faites gaffe à la proposition d'être, pour vous les femmes, d'être des mâles ou des hommes, parce que vous serez toujours des hommes en moins bien. Donc faites quand même gaffe. Et donc, voilà, c'est aller proposer à des animaux d'être comme les humains, ça veut dire qu'ils vont être des humains en moins bien. Et là, on a une piste qui devient intéressante, parce que là évidemment, ça fabrique des obligations de pensée. Et donc, ça veut dire que peut-être que cette piste-là, ça marche bien chez les Amérindiens. Pourquoi? Parce que le système de faire des différences est un système qui ne va pas nécessairement pénaliser les animaux. Alors que chez nous, le système des différences va obligatoirement, à moins de changer beaucoup, mais ces changements, il faudra les faire peut-être avec précaution avant. Et donc, être un animal comme les autres, ben, à ce moment-là, on se dit, bon, ben, acceptons-le. Au moins, on ne mettra pas les autres dans la position d'être des humains en moins bien. Et essayons de ne pas être nécessairement un animal en mieux. Voilà. Et ça veut dire comment est-ce qu'on établit un système de différenciation, comment est-ce qu'il s'est né, que le comparer avec d'autres cultures, enfin je vais dire faire tout ce travail d'étrangeté de notre propre culture, d'étrangéification de notre propre culture, c'est extrêmement intéressant. Et puis penser en effet comme les autres avec en posant la même question, parce que si on la pose à nous, il faut la poser de façon non seulement symétrique, mais générale, du style, d'accord, est-ce que l'humain est un animal comme les autres, mais est-ce que l'araignée est un animal comme les autres? Est-ce que la vache est un animal comme les autres? Est-ce que le mouton est un animal comme les autres? Et aller jusqu'au hanneton, à la chauve-souris, etc. Et une fois qu'on aura bien symétrisé sur un mode pluriel ce genre de questions, alors peut-être qu'elle va devenir intéressante. Merci beaucoup.
Oui, donc, pour moi, ça fait aucun doute que les humains sont des animaux. Alors, on peut avoir une réponse naturaliste, voilà, en invoquant Darwin, mais tout simplement, pour revenir à la question de l'anthropomorphisme, moi, je pense qu'il faut être anthropomorphiste parce que, il faut regarder, si on sort, on voit bien qu'on est plus proche des animaux que des plantes, que des minéraux, que voilà. Et il y a la question de l'intuition qui est trop souvent négligée ou méprisée par voilà, les courants scientifiques dominants qui, je pense, mériteraient d'être un peu plus prise en considération. Il y a voilà, toute une approche, notamment écoféministe, de la protection animale qui plaide justement pour ramener un petit peu d'intuition, c'est-à-dire est-ce qu'il faut utiliser les cages sur les animaux? La réponse, c'est pas. Ça dépend du niveau de cortisol. Et puis, c'est est-ce que ça nous plairait à nous d'être dans une cage? A priori, non. C'est vraisemblablement le cas pour à peu près tous les êtres vivants. Alors moi, j'avais essayé de répondre à cette question aussi. J'en étais venue à la conclusion. Voilà, il n'y a aucun animal qui est un animal comme un autre. Et s'agissant de l'homme, en fait, c'est vrai que, vous savez, on parle des blessures narcissiques. Alors, ça a commencé avec Galilée, Darwin et évidemment Freud qui nous a appris qu'en fait, on n'était même pas maître de nous-mêmes, qu'il y avait cette espèce de concept de l'inconscient qui faisait que nous-mêmes, nous n'étions pas maîtres en notre maison. Et puis, je pense qu'on compte plus les blessures narcissiques. Voilà, on a entendu Vinciane qui nous disait que, eh bien, les rituels funéraires, apparemment, c'était pas le propre de l'homme, que les crèches, c'était pas avoir des crèches, c'était pas non plus le propre de l'homme. Mais cela dit, il y a quand même des différences entre les animaux non humains et les animaux humains. Moi, je pense pas que j'ai du mal à croire que, par exemple, les animaux feraient ce qu'on fait aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une université de la Terre chez les dauphins, ou en tout cas, s'il y en a une, c'est organisé selon des modalités radicalement différentes qui ne nous permettent pas de l'appréhender. Donc, il y a des différences. Maintenant, c'est la question, est-ce qu'il y en a tant que ça? Peut-être pas. Et qu'est-ce qu'on fait de ces différences? C'est là que la question du droit intervient, c'est-à-dire est-ce que c'est des différences suffisamment importantes et significatives qui justifieraient une forme de discrimination, j'entends au sens juridique du terme, c'est-à-dire vraiment une distinction de régime juridique. Et s'il y en a une, est-ce que, de quel degré doit-elle être? Est-ce que ça justifie de mettre les animaux dans les cages, de les utiliser pour n'importe quelle fin scientifique, etc. Donc voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Suite à ces interventions brillantes et modération brillante également, je voulais rebondir au niveau sémantique sur quelque chose qui a été dit en début de conférence par rapport au pessimisme qu'on aurait par rapport à la situation. L'optimisme, selon le dictionnaire, c'est voir les choses de manière positive. Et le pessimisme, c'est prévoir les choses de manière négative. Si on déroule un peu ça, ce serait une lutte sémantique entre voir et prévoir, entre présent et futur, entre rationnel et sensible. Et la question que je voudrais poser du coup, pour faire écho aussi à la question de l'ennemi qu'on qualifierait, est-ce qu'il ne serait pas du côté de l'homme qui souhaite recevoir un écho rationnellement positif d'un monde foncièrement sensible ? Eh bien, notre dissertation philosophique avance. Et ça, c'est chouette. Vinciane. Et je botte en touche. Je vais répondre à la première partie de la question. Je laisserai à mes camarades la deuxième partie, parce que je ne l'ai pas écoutée. Merci, Vinciane. Je suis désolée. Je n'ai pas écouté la deuxième partie de la question parce que j'étais tellement en train de noter la première partie en me disant, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu sens que ça ne va pas? Que je n'ai pas écouté la deuxième partie de la question. Donc, pour ne pas vous obliger à vous répéter, je laisserai la patte. Voilà. Je vais répondre très simplement. Je ne crois pas que les dictionnaires soient neutres du point de vue de la manière dont ils donnent des significations aux choses. Et vous nous en donnez la preuve la plus évidente. Si pour eux, être optimiste, c'est voir, et si être pessimiste, c'est prévoir, alors que prévoir a l'air quand même plus rationnel que sage, etc., ça veut dire que le dictionnaire a déjà pris parti en faveur des pessimistes. Et que c'est une tendance qu'on remarque par exemple très bien chez les scientifiques que j'ai pu étudier. Plus une vérité est dure, plus elle blesse, plus elle a l'air vraie. Entre un monde où les animaux sont coopératifs et un monde où ils sont hyper compétitifs et ils ne pensent qu'à se bouffer les uns les autres,
ça fera toujours plus vrai d'être dans le monde compétitif. Votre théorie passera pour plus vrai scientifiquement si elle est dure, violente, inacceptable, inavalable. Donc je me dis, cette définition où voir pour optimiste et prévoir pour pessimiste, elle est déjà en train de donner tort aux optimistes. En train de dire les optimistes se gorgent d'illusions, les pessimistes au moins préparent l'avenir. Je refuse de préparer l'avenir avec les pessimistes et de leur laisser, de leur concéder le pouvoir de le faire seul. Et je repense à Rebecca Solnit que j'ai évoqué tout à l'heure dans son livre Hope in the Dark, qui reprend une superbe phrase de Virginia Woolf. Vous voyez, l'avantage de se répéter souvent, c'est qu'on retient par cœur les citations. 1918, janvier 1918, vous voyez, donc la période n'est pas vraiment très optimiste, et elle écrit « The future is dark, which is the best thing a future can be, I think ». Le futur est sombre, opaque, obscur, ce qui est la meilleure chose qu'un futur puisse être. Et le mot dark en anglais offre cette richesse sémantique qui permet de dire que ça veut dire aussi opaque, ça veut dire on ne sait pas. Ce qui veut dire qu'il y a des possibles dans le futur, qu'il nous faut anticiper et prévoir si nous voulons leur donner une chance d'émerger. Donc l'optimiste n'est pas celui qui voit, c'est celui qui prévoit que dans le présent, il y a des possibles qui, un jour, s'ils sont bien correctement activés, pourront émerger. C'était justement ça que je voulais dire. C'était est-ce que le pessimiste n'est pas finalement optimiste? Est-ce qu'il ne faut pas lutter contre l'injonction à l'optimisme qui en fait révèle la perversité de la définition qu'on donne de l'optimisme? Merci. Laurent? C'est encore une fois difficile de rebondir après Vinciane. Merci Vinciane. Je vais changer l'ordre après sur les Ouais. Laurent, puis Vinciane. Non, moi je suis ingénieur forestier, je bosse à l'Office national des forêts, on coupe des arbres. Et ça questionne en fait, compte tenu de ce qu'on a évoqué là pendant presque 1h30, est-ce que l'homme est-il un animal comme les autres? Compte tenu de l'impact qu'on peut avoir, est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné du coup se questionner sur la manière de faire pour montrer une intelligence, une réelle intelligence, mais qui ne soit pas qu'une intelligence mentale, qui soit une intelligence de cœur aussi, et d'écoute vis-à-vis des vivants qui sont en face. Et c'est quelque chose qui m'anime depuis longtemps, mais je ne suis pas le seul. En réalité, il y a plein de gens, il y a plein de collègues forestiers qui ont un peu qui ont la même lecture de leur métier, de la responsabilité qui leur incombe, compte tenu des crises qu'on est en train de traverser. Et tout à l'heure, je vous parlais et tu l'as rappelé assez brillamment, Alice, sur l'anthropomorphisme. Est-ce que l'anthropomorphisme n'est pas un peu nécessaire? Il est compliqué parce que, mettez-vous dans la tête d'un chêne. C'est quand même pas facile, parce qu'il n'a pas de tête, enfin il a la canopée, mais vous imaginez bien que la manière pour lui de percevoir le monde est totalement différente de la nôtre. Avec la chauve-souris, c'est un petit peu différent, même si je ne sais pas voler, même si je ne sais pas hiberner, même si je n'ai pas le même système immunitaire qu'elle, même si je n'ai pas la capacité de vie en société aussi poussée que la leur. Je peux vous assurer, quand vous regardez effectivement ces petites bêtes, que vous comprenez qui elles sont, on est fondamentalement différents. Mais compte tenu de ce que j'en sais, est-ce que je ne peux pas tenter de me glisser un minimum dans leur tête pour tenter d'impulser une manière de voir le monde différente dans la façon dont moi je fais mon métier, à savoir conseiller mes collègues forestiers pour impulser une nouvelle dynamique. Et en fait, ce qu'on a commencé à mettre en place depuis une bonne dizaine d'années, c'est de changer les points de vue, et notamment dans certains grands massifs forestiers. Alors un massif que je connais bien, dans lequel se trouve mon chêne, la forêt de Rambouillet, qui n'est pas très loin d'ici. 14 500 hectares de forêt publique. Il y a aussi de la forêt privée, mais sur la forêt publique, toutes les décisions qui sont prises depuis plus de 10 ans, alors si vous y allez, que vous voyez des arbres coupés, dites-vous que derrière chaque arbre coupé, il y a une question que s'est posée le forestier. Qu'en penseraient les chauves-souris? C'est la question d'entrée de la gestion forestière. Et en embarquant ça, parce que tu parlais de chaîne trophique tout à l'heure, Adrien, les chauves-souris, elles sont dans le monde vivant, dans le monde de la nuit, en haut de la chaîne alimentaire. Et on sait que quand on travaille à leur profit, on embarque en réalité une bonne partie de l'ensemble de la biodiversité forestière. De se poser cette question-là, ça a impulsé une dynamique toute nouvelle sur la manière de créer un nouveau récit de gestion forestière, qui ne s'applique peut-être pas encore partout, mais qui est en train d'essaimer.
dans plein d'endroits, dans plein des forêts qu'on gère à l'ONF. On ne gère que 25% de la forêt française, hein, mais au moins, c'est quand même pas rien, 4 700 000 hectares. Et c'est quelque chose qui est en train de pousser un petit peu partout. Peut-être qu'on fait des erreurs, j'en sais rien, mais il n'empêche qu'on le met en place. Alors on a commencé à le mesurer, parce qu'une fois qu'on fait ça, on peut se dire, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas et notamment, on l'a mesuré sur certains secteurs sur lesquels il y avait des enjeux de conservation particulièrement forts. Et je vous assure que, en tout cas, ce qu'on a commencé à mettre en place fonctionne très très bien. Et il n'y a pas d'incompatibilité pour autant quand même couper des arbres. Par contre, on le fait de manière différente. C'est-à-dire que ce qui nous anime d'abord, c'est la fonctionnalité écologique. Et on va dire le meilleur état possible de la biodiversité. Et en tout cas, c'est ce vers quoi on se glisse. Alors, ça, c'est dans le cadre de mon métier. Là où je me suis questionné aussi, c'est comment faire, moi, en tant que citoyen. C'est-à-dire que je peux le faire dans le cadre de mon boulot, mais vous, là, en sortant, là, est-ce que vous avez des clés pour vous dire comment je peux faire, à la limite, pour participer à tout ça? Alors, ça a été beaucoup évoqué hier soir, mais adhérer, même si on ne se sent pas capable de grimper dans un arbre pour bloquer une autoroute, on peut au moins adhérer à des associations qui ont besoin de voix pour se faire entendre. Et plus on est nombreux à être présents dans des associations, et plus ces associations peuvent être des porte-voix pour le collectif. Et puis, on peut même parfois aller encore plus loin. Moi, par exemple, je suis adhérent d'une association, le Conservatoire d'espaces naturels du Centre Val-de-Loire. Et les conservatoires sont des associations loi 1901, dont la mission est d'acquérir des terrains pour faire une gestion 100% dédiée à la biodiversité dès que les terrains se mettent à disposition. Et ça, c'est une manière aussi d'aider. Je suis même conservateur d'un site à Chauve-souris. Oui, les chiens font pas des chats. Et donc, même si ce sont des animaux comme les autres, mais il n'empêche que c'est aussi un autre moyen d'aider. Et là, les dons, comment dire, tout ce qui peut être apporté à ces associations leur permettent de fonctionner et d'acquérir des terrains. Et là, on est dans le concret de l'efficacité de l'action positive. Merci beaucoup. Alors, vous sentez probablement dans l'air une certaine densité de la frustration qui monte, puisque nous approchons très rapidement de la fin. Donc, j'avais pris une troisième question que j'avais promise à monsieur, donc je vais vous laisser la poser. Et sinon, je suis désolé. Voilà, on va devoir conclure à l'heure, parce qu'après, vous savez, il y a un grand programme à l'Université de la Terre. Mais monsieur, je vous laisse poser la dernière question pour conclure. Merci. Merci. Oui, donc on est revenu à la question d'origine de la séance. Et où est la personne qui parle? Je suis là. Ah, vous m'entendez pas? Alors, si, je désigne une autre personne. Ah, pardon. Ça vous va? Oui, ça me va, allez-y. Allez. Ok. Monsieur au deuxième rang, allez-y. Bon, merci. En tout cas, merci pour cette conférence, ces échanges très intéressants. Moi, c'était plutôt des petites remarques. La première, merci d'avoir rappelé l'importance de sortir du confort. Et je pense que c'est vraiment un des drames de l'humanité, notre recherche de confort. Et c'est sans doute quelque chose qui nous perd parce qu'on confond trop le confort avec le bonheur. Et effectivement, d'aller passer des nuits dans la nature, ça nous rapproche du bonheur sans le confort. Donc c'est vraiment, je pense, une piste à explorer. L'autre drame, c'est sans doute la différenciation entre l'humain et la nature. Qui s'est fait philosophiquement et puis à travers la science. Et donc, effectivement, je suis persuadé que on est un animal comme les autres et c'est important de le rappeler. Et à quel point ce lien entre l'humain et la science aussi nous a fait prendre parfois pour des dieux ou des semi-dieux. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous a perdus. Ça m'amène à rappeler aussi le besoin de spiritualité qu'on peut avoir à la fois dans notre rapport avec la nature et puis à la fois pour traverser toutes les crises qu'on a à traverser en ce moment. Et moi personnellement, je la trouve beaucoup dans la nature, cette spiritualité. C'est vraiment mon église et mon inspiration. Et la dernière remarque, c'était Benoît Hamon qui la faisait hier matin quand on parlait d'anthropocène. C'est vrai que je pense que c'est peut-être important de parler de capitalocène ou de redéfinir un petit peu ce mot parce que il y a des humains sur Terre qui ne participent pas du tout
à ça, et c'est peut-être plutôt les humains occidentaux, ou en tout cas en quête de confort et d'enrichissement. Super, merci beaucoup pour ces différentes remarques. D'ailleurs, je signale que pour le confort, il y a un ouvrage absolument incroyable d'un chercheur italien qui s'appelle Stefano Boni, qui a écrit Homo Confort, et qui considère le confort comme étant la plus grande rupture anthropologique du XXIe siècle. Hein, c'est-à-dire qu'il fait du confort et il prend le confort au sérieux pour dire que cet état de confort est peut-être un point de bascule qu'on n'avait pas vu, mais qui est peut-être immense dans l'histoire de l'humanité. Donc ça me fait penser à ça, et effectivement la nécessité de se dépouiller aussi de ce confort pour retrouver une forme d'alliance, de cohabitation avec les animaux. Alice, Vinciane, Laurent, merci beaucoup pour cet échange.